Là, ouais, ça fait déjà plus de 2 minutes. On va parler de CSS aujourd'hui. CSS, qu'est-ce qui fait du CSS? Là? Et dev web quand même dans la salle? Ouais, ok. Vous faites du CSS? Ouais. Vous aimez ça? Ouais. Qui est-ce qui en fait juste parce que c'est obligatoire, mais en fait, genre, franchement. Ok. Il y en a Mais non, quelques-uns. c'était un peu mon cas, moi. Le CSS, pendant longtemps, j'en ai fait parce que quand on faisait du dev web, on n'avait pas trop le choix. Il fallait quand même qu'il y ait une interface qui ressemble à quelque chose. Mais ça a toujours été une techno avec laquelle j'avais une relation un peu amour-haine. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui marche, on fait ah, c'est trop beau. Et en fait, souvent, on écrit un truc et on se dit mais ça a marché ça, Color. Et puis en fait, ça marche pas. On comprend pas pourquoi. Et pendant longtemps, ça a été ça. J'écrivais des choses qui me paraissaient logiques, qui marchaient pas. J'allais copier-coller des choses qui ressemblaient à rien pour moi et qui faisaient des trucs cool. Et donc ça ressemblait à ça. Et puis il y a le Covid. Vous allez me dire c'est quoi le rapport? Pendant le Covid, en fait, on pouvait pas sortir et j'ai commencé à tomber sur des chaînes YouTube et des vidéos sur des gens qui faisaient des trucs de dingue en CSS. Alors vous avez tout, hein. Il y a des gens qui faisaient des trucs super sympas, ils vont te refaire l'interface d'un Netflix ou peu importe. Puis t'as des gens qui ont carrément te faire des dessins animés en CSS, il y en a qui refont des trucs avec juste une div, enfin plein de délires comme ça. Et du coup, vu que je sortais pas, je regardais plein de vidéos et je me suis rendu compte que CSS finalement, c'était un peu en train de vivre sa renaissance, un peu comme on a eu avec JavaScript en 2015-2016. Vous savez, pendant longtemps, on a une traversée du désert et puis d'un seul coup, on s'est dit, on va quand même changer le cycle de développement de JavaScript. On va avoir des releases beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de features. Bah, CSS, c'est un peu ce que c'est en train de vivre aujourd'hui et on va vous montrer ça aujourd'hui. Et donc, quand on a préparé le talk, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui arrive dans CSS? Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient arrivées récemment. Et on fait, mais en fait, c'est génial, il y a trop de trucs, on va parler plein de choses. Et puis, assez rapidement, on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment trop de choses qui sont arrivés en CSS et ça commence à être compliqué à suivre. Et vous allez voir qu'heureusement que les navigateurs sont là un petit peu pour mettre de l'ordre là-dedans. Alors, on va pas vous présenter tout. On a fait une toute sélection avec Johan des features qu'on trouvait soit intéressantes parce qu'elles sont cool, soit intéressantes plutôt sur vos projets. Vous allez voir, on a 3 types de choses qu'on va vous montrer. Vous allez voir des choses en CSS qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps. On va faire un petit peu de rappel quand même parce qu'elles sont cool. Il y a des choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui. Vous allez voir, c'est derrière des flags, genre de choses. Et on va aussi vous parler de choses en CSS qui sont encore dans des drafts et qui arriveront, on l'espère, bientôt. Donc il y en aura pour tout le monde. Les gens qui font du CSS et les gens qui veulent savoir où est-ce qu'on va. Donc encore une fois, bonjour. Moi, je m'appelle Olivier. Je suis développeur advocate chez AWS et aujourd'hui, je suis avec... Moi, je m'appelle Johan, je suis aussi développeur Docker chez Microsoft. Et on est tous les deux Google Developer Expert autour des techno web. Et alors, Olivier vous a fait la petite intro sur CSS. Alors, la première chose, quand on voit le premier slide où il commence à y avoir des trucs un peu partout, qu'on se dit, c'est comment on arrive à se tenir un peu au courant de tout ce qui se passe. Alors pour ça, il y a deux choses. Il y a la version un peu plus à l'ancienne qui est le site du W3. Alors pour ceux qui savent pas, c'est là où vraiment on a les specs officiels, référencés, timés qui sortent normalement assez régulièrement. En général, il y en a plutôt une fois par an. Et quand on va lire le truc, on se demande pourquoi c'est le site du W3 pour le CSS, parce que clairement, ils sont restés au CSS 1 et le truc n'est pas super sexy à regarder. Par contre, on a vraiment toute la doc qui est expliquée en détail. Pour une version un peu plus moderne, où on peut voir, surtout si on est intéressé par voir qu'est-ce qui est en train de se passer, on a en fait sur GitHub, carrément, on peut aller se balader et voir les issues, les propositions justement d'amélioration sur le CSS Working Group Draft. C'est vraiment tout ce qui est vraiment en train de se faire avec justement un peu le consortium de tous les gens qui font les navigateurs et qui bossent dessus. Donc on peut aller voir, on peut aller commenter, dire justement s'il y a des trucs qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas. C'est assez ouvert. Si on veut regarder, faire un focus plus par an et plus utile, j'ai envie de dire, pour nous qui sommes devs et qui devons après savoir justement si est-ce que je peux vraiment utiliser telle fonctionnalité, parce que c'est bien sympa les petites démos que Johan et Olivier vont nous montrer, mais est-ce que ça marche vraiment? On a le site Interop qui lui a un focus, c'est positionné par an. Où c'est un peu comme l'idée des sprints qu'on a quand on fait le dev, seulement là c'est ceux qui conçoivent les navigateurs qui se mettent un peu ensemble et qui se disent cette année notre focus c'est de faire marcher telle fonctionnalité CSS et on veut que ça marche dans tous les navigateurs et que ce soit interopérable. Et il y a un score d'interopérabilité par fonctionnalité pour aller voir sur le site d'Interop. Alors est-ce qu'on l'a dans le coin? Voilà. Ça ressemble à ça, par exemple, celui pour cette année. On voit que il y a les focus. On voit que par exemple, alors je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un focus sur l'accessibilité. On voit l'interopérabilité par type de browser. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Et ça, voilà, c'est ce sur quoi le focus va se faire sur cette année. Et donc on voit où est-ce qu'ils en sont du sprint un peu annuel. On peut voir justement
les avancées des années précédentes. Et l'idée, c'est d'arriver bien sûr à un score d'interopérabilité le plus élevé possible. Et quand vous cliquez dessus, vous avez, on peut cliquer, mais vous avez tous les tests pour voir ceux qui passent ou ceux qui passent pas, les tests unitaires. C'est ça. Bon, savoir concrètement qu'est-ce qu'on peut déjà utiliser parce que c'est pas 100%, mais il y a quand même des trucs qui marchent déjà dans tous les navigateurs sur une fonctionnalité précise. Bon, on va démarrer un petit peu. Ça, c'est dans pour le la dur. petite histoire. Maintenant, on va faire un petit peu plus de pratique. On va commencer par des petits rappels. Les custom properties, qu'est-ce qu'il connaît? Les variables CSS, qu'est-ce qu'il connaît? Ouais, c'est la même chose. C'est le nom scientifique, en latin presque, des variables en CSS et custom properties. Voilà, petit rappel, c'est quand même quelque chose qui est assez sympa, mais qui n'est pas encore assez utilisé en CSS. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir, en commençant par les custom properties, qui sont des choses qu'on faisait en SAS avec une autre techno, et qui sont maintenant possibles de faire en CSS. Les custom properties, du coup, l'idée c'est de déclarer des variables avec dash, un nom de variable, et puis après de pouvoir les utiliser avec le mot-clé var. Voilà. Il y en a qui apprennent? Ok, cool. Voilà, ça c'est vraiment pratique si vous ne voulez pas dupliquer du code. Par exemple, vous faites un site qui est responsive, vous avez une media query, vous allez juste redéfinir des fonts, des colors, etc. Et après, tous vos sélecteurs, ils vont réutiliser ça en fonction de la media query. C'est pour éviter de faire des copier-coller de couleurs, vous savez, le code couleur en hexa qu'on colle partout dans les fichiers. On peut maintenant le mettre dans une custom property, aka une variable. Et puis les custom properties, on peut effectivement avoir des fallbacks dessus aussi. On a une custom property là par exemple, on va dire voilà, si elle n'est pas disponible, je passe sur un fallback et puis à la fin on essaie d'avoir toujours un petit fallback en dur quand même au cas où dessus. Et puis chose pour celles et ceux qui veulent un petit peu aller plus loin, on y a accès du coup aussi en JavaScript. En JavaScript, vous pouvez récupérer une custom property, vous pouvez aussi aller modifier une custom property si jamais vous voulez directement depuis votre framework aller jouer avec. C'est pas un truc que moi j'ai fait régulièrement. Ça marche très bien en CSS, mais il faut savoir que voilà, les API en JavaScript existent pour les manipuler. CSS nesting. Il y en a qui font du SAS? Ouais, pas mal. Ou du less, ça marche aussi. Ou du less, oui. Un peu plus vieux. CSS nesting, chose intéressante, vous allez voir juste après ce que c'est, mais c'est supporté par tous les navigateurs. Retenez bien ça, vous allez faire « Ah, c'est cool ». CSS nesting, effectivement, l'idée c'est de dire, il y a quand même, moi, une des principales raisons pour lesquelles j'ai commencé à utiliser SAS au début, c'était ça, c'était la lisibilité. En SAS, on écrit un truc qui est bien plus lisible que ça c'est du CSS. Si je veux l'écrire en SAS, ça ressemble à ça. C'est quand même bien plus lisible. On n'a pas redondant tous les tables, etc., les TD, machin. On écrit du coup en SAS. L'idée, c'est d'avoir un peu la même chose en CSS. Alors en CSS, c'est un peu, on n'a pas pu exactement répliquer la même notation parce que le parseur CSS ne permet pas de parser exactement ce genre de choses. Mais si jamais vous écrivez ça, je vous ai mis en petit encadré les différences. Mais ça marche en pur CSS. Ça, vous mettez dans un navigateur, ça marche. Ça fait exactement la même chose que ça, ou que si vous aviez du SAS avant. Donc voilà, il y a quelques petits changements. Allez voir la documentation sur le fait qu'on met des espaces ou ce genre de choses. Mais on peut aujourd'hui faire du nested CSS comme ça, et ça marche dans tous les navigateurs comme code. C'est plutôt cool. On arrête de faire du SAS, ouais. Non, il y a plein de choses cool en SAS quand même pour précompiler des choses. Ok, on va faire un peu de démo maintenant. Has, il y en a qui connaissent le mot-clé has en CSS? Ok, un petit peu. Mot-clé has en CSS qui est ok. Je mets ça dans ma poche. Qui est supporté par tous les navigateurs aujourd'hui. L'idée de se dire, vous avez là, j'ai un petit site à droite, hein, rien de bien spécial. Il y a 3 sections, 2 qui ont des images et il y a même un petit div au milieu là. Mais c'est se dire, en CSS, quand vous faites quelque chose, vous voulez par exemple mettre un style sur une image. Hop, voilà, on va mettre tac, un petit border. Là, j'ai mis un border sur une image. Ok, j'espère que je vous apprends rien. Mais si j'ai envie de dire non, et moi, c'est pas sur l'image qu'il y a un border, mais c'est sur la section. Là, vous allez me dire, bah c'est cool, c'est sur la section, je mets le border. Mais en fait, si jamais je veux mettre un border que sur les sections qui ont une image, et ben c'est là qu'on va effectivement utiliser le as. Vous avez le as image, et en fait, là, je vais du coup mettre un style sur un parent en fonction de ses enfants. Donc, vraiment, en fonction des enfants de mon élément, de mon nœud, je vais pouvoir lui mettre un style. Et on peut même aller plus loin. On peut très bien dire, je veux que les sections qui ont une image et qui ont une div juste après, en sibling. Donc là, je commence à pouvoir mettre un style sur un nœud section en fonction de ses enfants, mais aussi en fonction de ses siblings qui sont à droite ou à gauche, au-dessus ou en dessous, comme vous voulez. Donc voilà, on peut commencer à styliser des éléments comme ça, ce qui est plutôt cool. Et puis, j'ai un autre exemple. Là, vous avez une liste UL.
pareil, si vous avez des listes qui sont rendues dynamiquement parce qu'elles viennent d'une API ou quoi que ce soit, il y a des choses sympas à faire. Vous allez pouvoir commencer à dire, bah voilà, je veux faire un sélecteur qui va styliser mes listes que quand il y a plus de 4 éléments dedans. On peut avoir des petits effets sympas sur les listes. Vous pouvez même dire carrément, tac, 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 hop, je l'ai là. Vous pouvez même carrément dire, je veux styliser une liste que quand il y a exactement 4 éléments. Enfin, des trucs sympas en CSS, hein, vous avez vu ça. Voilà, on peut commencer vraiment à styliser n'importe quel élément en fonction de ce qu'il contient. Du nombre d'éléments qu'il contient, du type d'éléments qu'il contient. Ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et qui sont quand même plutôt cool. On pouvait remonter, maintenant on peut descendre. Cool. Dit autrement, c'est le sélecteur parent qu'il a souvent manqué Ouais. pour ceux qui ont vraiment un peu creusé le CSS. Comme ça, à l'époque, en JavaScript, on faisait ça, on remontait dans les nœuds avec les parent elements, etc. Il y en a qui ont fait des choses comme ça. Donc voilà, quelque chose qu'on peut faire maintenant aussi en CSS. Cool. Ouais, cool. Ok. Je passe la main à Johan. Moi, c'est cool. On va parler couleurs aussi. Couleurs, c'est sympa. Bon, on a du rouge, du vert, du bleu. Ok, c'est sympa. Anciennement, il n'y a pas encore si longtemps, on a quand même pas mal de code. Ça vous parle peut-être la première notation avec les virgules, RGB, RGBA. On a les 3 composantes, on les sépare avec des virgules. Notation, petit changement, maintenant on met plus des virgules, on met des espaces, et notamment pour le dernier, le canal alpha, on le sépare avec un slash. Vous allez me dire, bon, ça change pas grand chose. Pour l'instant, les deux sont encore compatibles, mais on va voir que si on veut profiter de toutes les nouveautés qui arrivent côté couleur en CSS, et il y en a pas mal, on va le voir dans la suite, il faut utiliser la nouvelle notation. Donc il faut s'y faire, commencer à vous y mettre dès maintenant. On vire les virgules partout, on peut même le faire à coup de replace all. Ça marche plutôt pas mal, et vous allez voir que c'est un avantage. Notamment parce que c'est sympa. À l'époque des années 90-2000, on avait les CRT qui étaient voilà, un peu vilains. On faisait du RVB partout, Adobe RGB, c'était le profil de couleur classique. Maintenant, on a des écrans super OLED qui nous flashent les yeux et tout. On peut faire des super couleurs, des trucs. Donc, on a des espaces de couleurs un peu améliorés. Et si on veut en profiter, par exemple, pour ceux à qui ça parle, les espaces couleur P3, notamment qu'on a sur la plupart des téléphones super haut de gamme maintenant aujourd'hui, on peut spécifier des couleurs en P3, mais on a d'autres espaces de couleurs, notamment pour les Blu-ray, les DVD, etc. Pour les utiliser, il faut utiliser cette nouvelle notation justement à base d'espace. On a aussi d'autres fonctions de couleurs. On va voir, alors le lab LCH, c'est peut-être pas le plus utile. On va voir qu'on en a d'autres qui sont plus utiles. Et c'est pareil, ça ne fonctionne qu'avec la nouvelle notation. Donc autant s'y mettre directement. Quitte à parler de fonctions utiles, pareil, Olivier vous a montré les variables en CSS, le nesting, qui étaient des trucs qu'on utilisait en SAS. Autre chose qu'on utilisait beaucoup en SAS, c'est le fait de pouvoir mixer des couleurs. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà utilisé, si vous avez fait un peu des design systems ou regardez, même miné dans le code de Bootstrap par exemple à l'époque, des trucs genre lighten, darken, rajouter de la transparence. En gros, on prend une couleur de base, on lui dit de quelle couleur on veut partir et fait-la moi un peu plus claire, un peu plus foncée, ça permet de se faire des charts d'un coup. Non, ça parle à des gens voilà. Donc ça, c'est ce qu'on faisait en SAS avant, et c'était une des raisons, encore une fois, qui nous coinçait un peu à faire justement de la précompilation. Aujourd'hui, alors ça, Color Mix marche partout dans les navigateurs. C'est pas le truc le plus sympa, mais c'est un peu plus verbeux. Aujourd'hui, on peut lui dire déjà dans quel espace de couleurs on veut faire notre mix de couleurs. On lui dit la première couleur, combien de pourcentage de la première couleur on veut, une deuxième couleur, combien de pourcentage on veut. Et on arrive à faire exactement tout ce qu'on faisait avant, rendre une couleur plus claire, plus foncée, plus transparente, ou voire mixer deux couleurs en même temps. D'ailleurs, on a une petite démo là-dessus. Alors, où est-ce qu'elle se trouve celle-là ? Elle était là, dans le log. J'y étais. Ouais. Color Mix, voilà. Alors, j'ai fait un truc un peu moche, juste pour illustrer. On va agrandir un peu. On a quelques divs, voilà, on essaie de se faire un peu notre palette de couleurs. Je vous ai remis ce qu'il y avait dans le slide. Donc, à l'ancienne, en SAS, ça ressemblait à ça, avec du lighten, du darken. Sauf que ce qui s'affiche là aujourd'hui, ce que vous voyez à droite, c'est la même chose, mais écrite avec du color mix. Alors déjà, est-ce qu'il y en a qui suivent ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc bizarre déjà qu'on peut remarquer ? Ouais. Il y en a qui font des maths dans une université quand même. Ouais, ça fait, ça fait plus de 100%, parce que j'ai mis 20%, 100%. On s'en est rendu compte après la démo, mais au final, on s'est dit qu'on allait le garder. Ouais, on peut dépasser 100%. Alors en pratique, on ne peut pas dépasser 100%. Il va faire tout seul un ajustement. Alors je sais pas, t'as le truc où on peut voir la formule, parce qu'elle est assez drôle quand même, celle-là. Je crois que c'est toi qui avais le lien. Ouais, il est quelque part par là. Est-ce que c'est prévu par la documentation ? Ouais.
Alors par contre, on Mais laisse alors, regarder la voilà, documentation. c'est ça. Alors, ok, si c'est en dessous de 100% ou si ça fait bien 100%, c'est assez facile à comprendre. Par contre, voilà, si on dépasse 100%, ok, il faut essayer de comprendre un peu ce que ça fait. Ça fait une espèce de normalisation. Ouais, c'est pas hyper évident. Mais c'est prévu. Ouais, voilà, c'est prévu. Faut savoir. Après, on peut se baser sur nos yeux. Ça marche très bien. Truc un peu plus sympa parce que Color Mix, voilà, je vous voyais ça un peu verbeux. Un truc qui est en train d'arriver. Je vous montrerai le slide après. C'est qu'on peut faire la même chose, mais avec du HSL relatif. Alors HSL, c'est teinte, saturation, luminosité. En gros, on prend plutôt que de donner des composantes de couleur bleu, vert, rouge, on prend plutôt d'autres types de composantes. Et on peut lui dire surtout, ici, je me pars d'une couleur de base. Alors, ma couleur de base, c'était ça, une espèce de bleu, ici. Et je lui dis, je récupère la composante de teinte uniquement, from, var, etc. Je récupère la hue, c'est ça, c'est la teinte. La saturation, par contre, je vais changer que la luminosité, donc le rendre ici un peu plus foncé. Je peux faire la même chose, non, un peu plus clair, pardon. Ici, un peu plus foncé. Et après, je peux lui dire aussi, je peux changer la transparence. Donc la notation, toujours pareil avec les espaces que vous avez vus tout à l'heure. Et par contre, si je veux mixer deux couleurs, c'est toujours Color Mix. Donc on peut commencer à faire des choses assez sympas. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que après, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de carrément pouvoir faire ce genre de truc qu'on retrouve pas mal. Voilà, ici, si ça recharge. Aujourd'hui, dans les frameworks, se dire, ok, je définis une seule base de couleurs pour définir mon thème, je sais pas, la couleur de votre logo, de votre société, etc. Et on va définir justement toute une charte de couleurs basée là-dessus. Et on peut la calculer soit avec du Color Mix. Color Mix, c'est vraiment le truc qui fonctionne partout. Vous allez voir qu'HSL, c'est pas encore le cas, mais c'est vachement plus simple à utiliser parce qu'uniquement on change la composante qui nous intéresse, quoi. Hop, un petit retour sur les slides. Donc voilà, donc ça c'était la version Color Mix, je vous disais. Ce qu'on va bientôt pouvoir faire partout, c'est la version avec le HSL. Et aujourd'hui, ça marche pas sur Firefox, donc presque partout, mais voilà, si vous voulez faire gaffe à la compatibilité, c'est pas encore 100% ça. Donc HSL marche partout, c'est le Color Mix marche le relative oui. HSL qui marche pas, le from, etc. C'est ça, le fait de pouvoir dire je prends une couleur de base, le from, et après je change uniquement des composants. Mais bon, c'est la partie la plus intéressante. C'est la partie la plus cool, faire des palettes de couleurs. En fait, des thèmes, c'est génial. Media Query Orange, encore un petit truc qui existe déjà depuis un petit moment, mais que moi je trouve sympa. Quand vous faites des Media Query dans vos applications, aujourd'hui vous écrivez des choses comme ça. Moi, mon cerveau, il a toujours presque une seconde entière pour dire quand j'ai un max width 750, ça veut dire que je suis en dessous ou au-dessus. Il y a toujours là une petite seconde. Maintenant, il y a une nouvelle notation qui marche aussi dans tous les navigateurs, qui est juste dire, formule mathématique, quand la width est inférieure ou égale à 750, on va me dire juste inférieure. Plus besoin d'avoir des 751 pixels ou ce genre de choses. Ça marche. Et puis pareil, quand vous avez des ranges de Media Query comme ça, vous pouvez les écrire comme ça. Beaucoup plus lisible. Voilà. C'est pour la petite utiliser ça, c'est quand même pour les gens qui relisent votre code. C'est plus sympa. Puis on fait que des inférieurs ou égales. C'est cool. Il y en a qui connaissaient déjà ça? Ok, ouais, c'est cool pour les autres. Super. Container Query, une de mes favorites features. Donc, qui fait des il est 10 heures du mat. Qui fait des Media Query? Mobile First? Mobile First. Cool. Les Container Query, c'est un petit peu l'évolution des Media Query. Les Media Query, l'idée, c'était de se dire, j'ai un site web et Container Query. J'ai un site web qui est responsive et j'ai une Media Query qui dit que quand je passe au-dessus de 600 pixels, je vais changer mon style. Quand je passe au-dessus de 800 pixels, je vais changer mon style. Et en fait, concrètement, sur mon... Oh là là, il se passait quoi? Il se passe des trucs là. Hop. Concrètement, on y retourne. Concrètement, sur mon code, à quoi ça ressemble? Voilà. J'ai une Media Query qui dit qu'en fonction de la width de mon viewport, donc globalement de mon navigateur ici, je vais avoir un comportement différent. Mais en fait, quand on regarde, c'est cool, mais là, tout est en small. Là, je passe au-dessus de 600, mais finalement, mon small, il est toujours inférieur à 600. Pareil, quand je passe au-dessus de 800, mon small, il est toujours inférieur à 600. Et mon medium, il est toujours inférieur à 800. Donc en fait, ce qui serait cool, c'est de pouvoir dire, mais c'est pas en fonction du viewport, de mon écran ou de mon navigateur que ça se fait, mais en fonction du parent, de ce qui contient ma box. Et c'est exactement ça que fait les container query. Ce qu'il faut, c'est juste rajouter un petit truc CSS qui s'appelle container type. Vous mettez en inline size, il y a une autre possibilité, mais clairement c'est celui-là, c'est le seul qui est utile. Et après, la chose que vous avez à faire, c'est plutôt que de faire des media query,
c'est remplacé par le mot-clé conteneur. Et du coup, hop, si on repart là, on va sauvegarder. Ce qui va se passer, c'est que là, donc j'ai toujours la même chose. Et quand je vais passer... Oh. Alors ça... Oh. Ça a bien reload. Ah bah voilà, il fallait reload la page aussi. Quand je vais augmenter la taille, je vais passer au-dessus de 600, je vais avoir que mes box qui sont au-dessus de 600 pixels qui vont changer de couleur. Et pareil pour 800, j'ai que celles qui sont au-dessus de 800 pixels qui vont changer de couleur. Donc voilà, pas besoin d'appliquer le style à tous les éléments. Vous allez me dire, c'est cool, on a des box de couleurs, à quoi ça sert? Ouais. J'ai une autre démo. J'ai un site web qui ressemble à ça, petit blog, assez basique, dans lequel vous avez deux éléments là, le This is Amazing Product, ici et ici. Et quand on regarde dans le code, ce sont exactement les deux mêmes composants. Donc vous avez un web component par exemple, peu importe, un composant React, tout ce que vous voulez. Vous avez le même composant, mais l'idée c'est de se dire, il va se comporter différemment en fonction de son parent, et pas en fonction de la taille de l'écran. C'est que là, vous avez vu, vous avez deux composants. Vous avez celui-là, où vous avez le bouton qui est à droite, et celui-là, le bouton il est en dessous. Et du coup, si je commence à modifier mon écran, voilà, là le bouton il passe en dessous. Si jamais on passe là, on enlève la side nav, il passe l'un sur l'autre, là le bouton repasse à droite. Et puis si on continue à descendre, le bouton il passe en dessous. Évidemment, c'est pas en fonction de la taille de l'écran, mais c'est en fonction du parent. Là, c'est exactement les deux mêmes composants. Et on ne dit pas, bah, l'écran il est supérieur à 900 pixels, du coup je vais mettre le bouton à droite. Non, parce que lui, il reste quand même dans une box qui est inférieure à ce qu'aurait été la Media Query. Donc voilà, super cool Media Query, c'est ce qu'aurait dû être les container query, c'est ce qu'aurait dû être les Media Query, je pense, dès le début, mais ça n'a pas été le cas. Il y a des gens qui conseillent d'ailleurs de même plus faire Media Query, de faire carrément un container query sur votre body par exemple, pour directement avoir ça si vous voulez. Mais voilà, super sympa et qui permet d'avoir du code qu'on réutilise beaucoup plus facilement. Surtout à l'ère des web components. Surtout à l'ère des web components, ouais. Ça c'est toi qui en parles. Yes. Les viewport units. Est-ce qu'il y a des devs mobiles dans la salle? Enfin, web mobile. Qui font du web mobile. Et des devs mobiles tout court, peut-être? Quelques-uns. Un truc qu'on a toujours voulu faire, moi personnellement, c'est pareil, quand on commence à faire du web mobile, on a besoin, la plupart du temps, quand on veut faire des trucs, on vous dit, faut que ça ressemble à une appli native. Bon, ça veut dire qu'il faut que ce soit plein écran. Donc là, pour le coup, on utilise des viewport units VH, View 8, viewport 8, viewport 8, pour dire, ok, on prend toute la taille. Le seul truc, c'est que sur nos navigateurs mobiles, c'est jamais aussi simple que ça. Oula, vers le bas, pardon. Et alors notamment ça a commencé sur Apple, mais maintenant c'est sur tous les navigateurs. Le truc sympa, c'est que quand on prend le VH, ça prend toute la hauteur de l'écran sans compter la petite barre où il y a l'URL, les outils, les trucs. Alors des fois c'est en haut, des fois c'est en bas selon le navigateur. Mais du coup le résultat c'est que ça déborde jusqu'à ce que souvent on scrolle et là on a la bonne taille, mais du coup ça fait des designs un peu dégueulasses. Si par exemple vous avez une barre d'onglet en bas, parce que pour faire une appli comme sur une appli native, elle est à moitié coupée, donc c'est pas top. Et ça c'est des trucs qui marchent, qui ont toujours bien marché quand on faisait du dev natif, et quand on faisait du dev mobile web qui devait censé ressembler à du natif, c'était plus compliqué. Notamment parce que il y avait cette définition, genre en gros si vous faites le test sur votre navigateur mobile, Android, iOS, maintenant ça marche un peu partout pareil. Tant que vous n'avez pas scrollé sur la page, vous avez ce qu'on appelle le small viewport, on a la barre d'URL en haut, peut-être des fois des outils en haut ou en bas. Et on commence à scroller, la barre d'URL elle dégage pour laisser plus de place à la page web, et là on a effectivement le large viewport. On a des trucs qu'on commence à arriver pour dire maintenant on peut targeter un viewport en particulier avec SVH Small View 8 ou LVH Large View 8. On peut dire tiens, quand c'est petit j'affiche ça, quand c'est un peu plus grand j'affiche ça. Bon, en pratique c'est pas le truc qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est que ça prenne toujours la hauteur quel que soit le truc. Et c'est là où on a le truc un peu plus sympa qui est DVH Dynamic View 8, et pour le coup on a toujours la bonne hauteur quelle que soit la position de nos barres d'outils et dans le truc. Et là pour le coup ça devient vraiment plus simple et plus sympa pour faire des UI qui débordent pas justement et qui soient un peu plus typés mobile. Ça vous plaît? C'est vraiment cool. Un autre truc assez sympa qui a été pénible, est-ce qu'il y a des gens à qui le fait de parler d'aspiration, ça donne un peu des boutons? Genre si vous avez tenté de faire quelques-uns, faire de l'intégration de vidéos YouTube au hasard ou des trucs comme ça, non? Aspiration aussi c'est un truc qui est assez sympa. Non attends, je vais d'abord faire la démo, on va pas spoiler. Hop, alors elle est où cette démo? Aspiration, alors c'est utile pour plein de trucs. Notamment, si je prends, on peut voir ça. Hop.
Notamment, un truc bête, c'est on a tous, je sais pas qui lit des news sur son téléphone le matin. Je pense qu'on est quand même pas mal des fois à avoir, voilà, à se balader, et il y a rien de plus horripilant que de commencer à lire sa news et puis d'un coup, il y a, je sais pas, la moitié du site qui charge, souvent les pubs, des images, des trucs, et là on sait plus où on en était et on a perdu le fil parce que voilà, ça a tout sauté. Parce que voilà, l'image n'était pas encore chargée. Et je vais illustrer ça par exemple. Voilà, ok. Là j'étais en train de lire mon texte, poum, l'image a chargé, mon texte est passé plus bas, j'ai perdu le fil de ma lecture. Un peu pénible. Aspect ratio, ça permet de faire déjà un truc assez sympa. Là on va remettre café, tiens. Café, tac. Passage en QWERTY. Hop. Aspect ratio, ça permet de dire, par exemple, ici sur mon image, je lui dis, l'image, on s'en fout, elle n'est pas chargée ou quoi que ce soit. Je sais qu'elle a un aspect ratio carré, ça pourrait être 16 neuvième, 4 tiers, ce que vous voulez. Et même si elle n'est pas chargée, en tout cas, elle va prendre la bonne place. Alors, on fait des images responsives maintenant, c'est plus simple. Donc elle prend la largeur, par contre, elle va garder le bon aspect ratio. Ce qui fait que, chargée, pas chargée, vous êtes en train de lire, elle va arriver plus tard, il n'y a rien qui saute. Donc ça c'est la partie déjà un peu facile, un peu sympa. Ça permet justement pas de s'amuser à se lancer dans des calculs pour dire combien de place faut que je réserve à mes images. Et si tout le monde faisait des trucs comme ça, ce serait vachement plus sympa de lire les news le matin sur son téléphone. Et je parlais de vidéo YouTube parce que si vous avez fait de l'intégration de vidéo YouTube, ce truc-là à base de calcul de pourcentage inversé, du genre on met des 8 à 0 et on met un padding button à coup de pourcentage, ça devrait parler à des gens. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. On dit, ok, ma vidéo, il faut qu'elle soit responsive. Je la mets dans un conteneur. Mon conteneur, il a un aspect ratio 16 neuvième, selon que vous faites, selon le format de vidéo que vous voulez utiliser. Et voilà, le calcul se fait tout seul. On se prend plus la tête. Ça, c'était le hack qu'on copiait-collait sur Internet pour... C'est à peu près ça. Donc voilà, des choses un peu plus sympas, ça devient un peu plus lisible aussi quand on repasse derrière, on n'est pas obligé d'avoir le petit commentaire pour dire mais d'où il sort ce chiffre magique. Hein, hop. Et la suite elle est pour toi. Ah oui, c'est vrai que je parle de ça. Ok. Animation Timeline, c'est un truc qui est arrivé, qu'on a trouvé récemment. On a découvert ça il y a un mois, on s'est dit on va le mettre dans la présentation. Qui marche sous les navigateurs sous Chromium, derrière un flag sous Firefox, mais pas encore sous Safari. Permet de faire un truc sympa, moi j'ai trouvé bien, qui est de dire on va pouvoir appliquer des styles en fonction de notre page, comment elle scroll. Là, alors c'est pas nous qui avons fait la démo, là c'est Jason, merci Jason, qui a fait une démo sympa. L'idée c'est de dire j'ai un texte et dans mon texte, soit j'ai enlevé ça, tac. Soit vous avez, allez, charge, code pain, oulala. Ah, mais t'es en AZERTY. Ah oui. On part en AZERTY. Ok. Donc là, j'ai une page web, un type de blog par exemple, et puis j'ai du texte que je veux mettre en surligné. En fait, l'idée, c'est on va pouvoir dire maintenant avec un nouveau sélecteur CSS, c'est le Animation Timeline. L'idée, c'est de dire que ce petit sélecteur, je veux l'animer. Alors, j'ai une animation qui a été créée au-dessus, qui est effectivement le highlight qui va faire ce petit défilé. En fait, l'idée, c'est de dire, je veux que mon animation, elle commence quand mon texte il a 20% du bas de ma page et que l'animation finisse quand je suis à 60% du bas de ma page. Ce qui fait que je vais avoir effectivement ce petit effet là qui va se faire. Et puis si vous changez et que vous mettez effectivement du 20-30, alors hop, combien de temps il met pour recharger la page? Recharge la page. Ok. Voilà. Là, vous l'avez, il commence à 20%, elle est beaucoup plus longue, finalement, l'animation, vous voyez qu'elle se finit plus ou moins quand je suis à 30% du haut de la page. Là où, quand j'étais effectivement à 80%, elle était plus rapide parce qu'elle se finit quand je suis à 80%. Bref, vous avez compris l'idée. Là, elle est beaucoup plus rapide. Donc voilà, bon là, c'est une animation assez simple où je vais surligner, etc. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire des textes qui partent en feu, vous pouvez faire du texte qui s'affiche au fur et à mesure en CSS. Donc voilà, moi, je trouvais ça sympa. On a bossé avec une graphiste il n'y a pas longtemps sur ce talk et elle a été pleine d'idées pour faire des trucs super cool en UX et en UI avec ça. Voilà, petite nouvelle API rajoutée récemment au talk. Ça. Les gens du marketing aiment bien, par exemple, quand on se balade sur le site d'Apple, les petits effets où il y a des animations au fur et à mesure, on scrolle dans la page. Voilà, maintenant, c'est beaucoup plus simple à faire. On n'a pas besoin d'aller récupérer une librairie en JavaScript pour faire la même chose. Ah oui, c'est encore moi. Les view transition, après les containers, autre feature super cool. Alors qui marche aussi sur les navigateurs Chromium et pareil derrière un flag sous Firefox et pas encore en Safari. Moi je fais du développement web depuis longtemps. Et
il y a toujours un truc qui m'a embêté, c'est effectivement, même si on a JavaScript qui a beaucoup aidé avec tout ce qui est Progressive Web Apps, etc., pour rattraper le retard qu'on avait par rapport aux applications mobiles, il y a toujours une feature qui me saoulait qu'on n'avait pas, c'était les transitions entre les pages. Les applications mobiles, vous avez des trucs super sympas, les gens cliquent, ça fait des machins qui zooment, qui passent dans tous les sens et tout, qu'on n'a pas nous. Bah, l'idée de la Vue Transition API, c'est effectivement de combler ça. Et encore une fois, une démo est toujours mieux. Tac, je vais mettre ça là. Il est où le navigateur? Il est là. Hop. L'idée c'est, je vais avoir une application. Alors c'est mes collègues, faites pas attention. Hop. J'ai une page avec des gens dessus et quand je clique, j'ai un changement de page. Jusque là, c'est comme ça que le web marche. On clique, la page change. Il n'y a rien qui se passe. En fait, la Vue Transition API, l'idée c'est de dire, je vais avoir un petit bout de code JavaScript. Ce petit bout de code JavaScript, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, c'est ça. C'est ces trois lignes là. Je vais dire, je vais faire un document.startViewTransition. Et en fait, ce qui va se passer dans mon navigateur, c'est qu'il va faire un snapshot de ma page actuelle. Il va aller charger la page d'après, faire un snapshot de la page, et là, il vous passe la main. Vous faites ce que vous voulez. C'est là que votre routeur, il change de page, etc. Mais l'idée, c'est qu'il va faire une transition entre ces deux pages. Il va prendre les deux contenus et faire une transition. Et donc, par défaut, si jamais je ne spécifie rien, la transition, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit effet un peu fondu. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça, c'est l'effet par défaut qu'il y a. D'ailleurs, si on regarde, vous savez quand on débugger les animations dans Chrome, il y a un petit onglet animation là. Vous pouvez débugger les animations. Si je mets pause, je peux cliquer, hop, et après débugger. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un fondu effectivement qui s'opère entre les deux pages. Et si on regarde même comment ça marche, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mon navigateur là-haut, il a rajouté ce petit View Transition Selector sur mon HTML. Donc si on regarde ce qui se passe dedans, on fait OK, il y a un Transition Group, OK, j'ai un Transition Hold, qu'est-ce qui se passe là-dedans? On voit que c'est un fade out, le new, on voit que c'est un fade in. Là, on fait, ah, c'est cool. En fait, par défaut, si vous spécifiez rien, c'est ça l'animation. Mais du coup, on se dit, mais s'il met un sélecteur CSS, c'est que je peux faire ce que je veux avec. Donc, on peut l'override. Et effectivement, si jamais je prends un exemple, même exemple d'application, où j'ai créé une animation, vous avez du zoom in, du flip in, flip out, commencez à comprendre ce qui va se passer. Et là, bah, j'ai juste override finalement ces sélecteurs que le navigateur met pour moi quand je démarre la Vue Transition API. Et en fait, du coup, avec cette transition-là que je viens de vous montrer, l'effet que je vais avoir, ça va être un petit truc comme ça. Voilà. Faites pas ça à la maison, c'est complètement pas du tout bon en termes d'UX. Mais de la même manière, si jamais je débug l'animation, vous regardez, il va effectivement y avoir du zoom out, du flip in pour la page d'ADA et flip out en parallèle pour la page qui s'en va, et puis du zoom in derrière. Après, là, the sky is the limit, hein, c'est des animations CSS, vous faites des pages qui partent en feu et tout, si vous voulez. Les transitions, c'est vous qui voyez. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Mais il y a toujours un truc qu'ils font en plus dans les pages, dans les applications mobiles, c'est vraiment de faire les transitions entre les éléments d'une page. Et c'est là qu'on va pouvoir faire ça aussi en CSS. C'est que j'ai une autre application, et vous allez pouvoir dire, sur un composant sur une page de départ et un composant d'une page d'arrivée, vous allez pouvoir dire, bah ça c'est la même chose. Par exemple, là, j'ai le badge. Je vais dire, bah, la Vue Transition Name de badge, c'est badge. Et si sur la page d'arrivée, je mets le même sélecteur sur un nœud, bah, le navigateur va savoir que c'est la même chose et va me faire une animation entre les deux. Donc là, je l'ai mis sur le badge et sur l'image de la personne. Et en fait, du coup, je peux avoir des petits effets, pas comme ça, petits effets comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est assez subtil. Vous avez la tête de la personne, finalement, qui va zoomer. C'est les choses qu'on voyait, hop, si on met pause, tac. C'est les choses qu'on voit effectivement, en général, plus sur les applications mobiles natives, qu'on peut maintenant aussi avoir dans les navigateurs. Et donc ça, c'est ma petite démo à moi. C'est moyennement ouf. Je vais vous montrer, j'ai oublié d'ouvrir le lien, tac. Désolé, là, on est en direct. Il est où la transition? Hop. Je vais vous montrer une démo qui est assez sympa, qui illustre ça aussi. J'ai une application type application standard, vous avez un Spotify, peu importe. Vous avez des playlists, et on va cliquer sur une playlist, et vous allez aussi avoir ce petit effet, et vous allez avoir la playlist avec les différentes musiques. Et ce qui est cool, c'est que ça marche aussi sur les vidéos. Là, j'ai une vidéo, je vais cliquer dessus, vous avez ce petit effet, et j'ai changé de page, hein, l'URL a changé. J'ai une autre page avec les chansons dessus, et on peut avoir ce type d'animation maintenant directement dans votre navigateur. C'est quand même super cool, hein, les applications natives, prenez ça.
Non, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui, moi je trouve, pour l'expérience utilisateur, est quand même bien plus sympa. C'est cool ça? Ouais, super cool. Quand vous avez des designers maintenant qui disent sur mobile, faut que ce soit la même expérience que si on avait fait du natif alors qu'on fait du web, bah voilà, on peut Alors, commencer à vraiment y arriver. Pas sous Safari, mais, C'est ça. mais bientôt Chrome, et il faut que ça arrive sous iOS en natif. Ouais. Bon, là, vous l'avez compris, on a commencé à rentrer un peu plus dans le sujet des fonctionnalités qu'on va pouvoir commencer à utiliser un peu plus tard parce que c'est pas encore supporté partout, mais c'était quand même sympa. Je vous en montre une aussi que moi j'apprécie et que j'attends fermement, qui arrive un peu plus partout. Pourquoi je garde le suspense, c'est parce que voilà, pour aujourd'hui, ça marche pas encore vraiment partout, c'est uniquement sous Safari avec un flag, et encore si vous jouez avec, on peut cracher le navigateur en bout de 2 secondes. Donc j'ai quand même une démo, et surtout pour illustrer en fait à quoi ça sert, c'est que c'est en fait la suite directe de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le mix des couleurs. Donc j'ai repris un peu le même principe ici. Vous vous souvenez, ici on a notre suite de couleurs. Alors c'était sympa, on pouvait changer la couleur de base. Le fait est, c'est que, je ne sais pas si vous avez fait gaffe tout à l'heure, forcément quand le fond est plus foncé, le texte noir sur couleur foncée, c'est pas top. C'est pas top pour la lisibilité, c'est pas top pour l'accessibilité, j'en parlerai après. L'idée, ce serait bien, c'est de pouvoir que ce soit le navigateur qui calcule automatiquement pour que justement on ait un maximum de contraste entre selon quand on fait la bascule entre je sais pas, j'ai une couleur de fond clair et j'ai une couleur de fond foncé, qui choisissent automatiquement est-ce qu'il faut du texte blanc ou du texte noir dessous. Et c'est là que vient justement l'intérêt de Color Contrast qui permet de faire ça avec une notation assez simple. On lui dit voilà ici ma couleur de fond. Donc on réutilise les variables CSS, c'est plutôt pratique, comme ça c'est dynamique, et on lui dit versus black ou white, choisis entre justement du noir ou du blanc pour ma couleur de contraste, et derrière ça se fait tout seul. Alors quand je dis ça se fait tout seul, vous me dites c'est quoi la magie, parce que effectivement je vous ai dit que ça marchait pas partout. On va quand même voir ce que ça fait. Par exemple, je sais pas si j'essaie de mettre est-ce que tiens, il a pas rechargé. Ouais, faut que tu fasses un petit espace là. Ouais. Gun a fait un petit polyfill pour vous montrer, vu que ça marche dans aucun navigateur, vous l'avez vu. T'es sûr? Ah mais non. Non, dans le JavaScript. C'est dans un. Ah oui, pardon, c'est ça. Ouais, voilà. Ça recharge. Ça. Ah mais t'as spoilé l'astuce. Bon, aujourd'hui on peut le faire marcher justement en faisant tourner malheureusement un petit bout de CSS, alors petit bout de JavaScript pardon, qui fait le polyfill de ce que sera la fonctionnalité CSS quand elle sera implémentée. Mais l'idée, vous voyez quoi, c'est qu'en gros on se tient pas compte, on sait pas quelle va être la couleur de fond utilisée. Vous mettrez pareil encore une fois la couleur de base que vous voulez, mais par contre le texte, justement, ça permettra de choisir toujours la couleur la plus contrastée, la plus lisible. Est-ce que je vais aller me balader, tiens, retourner dans le navigateur tout à l'heure. Attends que ça soit dispo, ça. Là-dedans, hop. Je vous parlais d'accessibilité. Oula, CodePen n'est pas top quand on ouvre en mobile. Hop, le contraste qui déjà s'intéresse à la problématique d'accessibilité c'est déjà bien. Il y en a une bonne partie. Il faudrait que tout le monde lève la main, idéalement. Non, alors, quand je parle d'accessibilité, c'est vraiment un sous-ensemble très petit. Oula, mais tu m'as ouvert des trucs de partout. C'est notamment déjà, le minimum, c'est de se garantir que le texte soit lisible et qu'on ait des contrastes suffisants. Tu m'en as mis de partout, je vais y arriver. Si je reprends par exemple ici, donc là, typiquement, on avait du noir sur un fond foncé. Je vais y arriver. J'arrive pas à retrouver la couleur du texte. Elle était là, c'est le bleu. Elle était là. Non, parce que là j'ai le color. Je voulais le text color. Moi, elle est sur le div, non? Tu l'as? Ah, merci. Oh là là, je suis fatigué. Pas encore assez de café. Voilà, c'est que notamment directement intégrant dans Chrome, vous avez justement cette notion de contraste ratio. Et là, vous voyez que déjà, il me met une belle croix pour me dire ouais, je suis pas conforme justement aux critères d'accessibilité, et sans même avoir des besoins spéciaux, on voit que le machin est pas super lisible. Ça c'est nouveau, non? Quand on clique dessus, on a un truc un peu plus sympa. Oh, non, voilà. Quand on clique sur le chiffre, on voit même justement les critères. Alors, si vous vous intéressez un petit peu aux règles WCAG, on voit qu'il y a plusieurs normes. Le minimum, c'est la norme AA. Il faut un contraste ratio de au moins 4,5. Et si on veut la AAA, qui est la plus sympa pour que vraiment tout le monde puisse lire, il faut du 7. On voit qu'on n'y est pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est il peut nous suggérer une couleur déjà pour que ce soit au minimum respecter la norme ici AA. Si on clique sur celle-là, il va nous suggérer une couleur, le AAA. Donc voilà, l'idée c'est que on puisse le calculer. Si vous voulez vous amuser, il y a un site là-dedans qui s'appelle... Est-ce qu'il y en a qui connaissent le site du WebIM?
Voilà, si vous voulez vous amuser un peu, on peut vérifier justement, ok, voilà ma couleur de texte, voilà ma couleur de fond, et il va nous dire justement le contraste ratio en fonction de la couleur. Du bleu sur rouge, c'est pas top, et justement vous allez pouvoir tester vos couleurs. Alors c'est plus sympa de le faire dans Chrome une fois qu'on a déjà le code, mais si vous voulez le faire un peu en avance ou votre designer veut s'amuser à tester les couleurs de sa charte graphique, on peut le faire directement là-dedans. Du coup, l'idée de la nouvelle API, c'est de plus avoir à faire ça et que votre code CSS, tout seul, il aille mettre les bonnes couleurs. C'est bien ça, c'est l'idée voilà, que justement on se simplifie un peu la vie. Alors bon, pour l'instant pas vraiment parce que l'API n'est pas dispo, mais voilà, donc bon, j'ai remis dans les slides l'idée de la démo et le polyfill. Hop, on va avancer, c'est ce que je viens de montrer, et le polyfill si ça vous intéresse. Alors je l'ai pas écrit moi, hein, le machin, je crois qu'il vient de Stack Overflow d'ailleurs. Un autre truc sympa, c'est que il y a le contraste, il y a les règles du WCAG, mais alors je ne sais pas si vous êtes au courant, aujourd'hui en termes d'accessibilité dans la plupart des OS modernes, on a des options notamment pour avoir justement coché, par exemple, je ne sais pas si on est assez sensible aux animations, si on est un peu épileptique, on a des trucs reduced motion qu'on peut sélectionner au niveau système. On a la même chose pour le contraste, dire moi justement j'ai des côtés vision, j'aimerais bien que les UI s'affichent avec plus de contraste ou avec moins de contraste. Là, par contre, ça marche partout. Et on a justement l'équivalent d'une media query qui permet de faire ça. Donc, on utilise media query classique. On peut justement adapter son design pour dire, par exemple, si l'utilisateur a coché dans ses options système le fait de vouloir plus de contraste, on peut améliorer le contraste ratio de nos couleurs. Et on se dit, tant pis pour le designer, là, l'idée, c'est vraiment de l'utilisabilité. Et donc, on va exploser peut-être un peu le design, mais on va mettre quelque chose qui est beaucoup plus lisible. Et peut-être que par défaut, le designer voudra quand même avoir des couleurs qui correspondent plus à la charte. Et donc, on va faire, j'ai envie de dire le minimum, mais respecter la norme AA. Par contre, à partir du moment où l'utilisateur a dit, OK, moi je veux plus de contraste, il va falloir faire un peu plus d'efforts. Et donc là, on adapte, on a des media queries dédiés justement à supporter ça. Donc là, je vous montre le préfère contraste. On a la même chose avec le reduced motion, notamment pour réduire les animations. Et c'est des choses à prendre en compte, quoi. Typiquement, c'est sympa, les animations d'Olivier, où ça flash, ça tourne dans tous les sens et tout. Mais il y a des personnes chez qui ça plaît pas forcément et ça pose des soucis. Donc voilà, on peut les désactiver aussi tout simplement grâce à des media queries. On arrive vers la fin du talk. Ouais, c'est cool. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a un peu de temps pour les questions. Si vous voulez creuser un peu plus, donc il y a des super ressources sympas. Bon, le site de Mozilla, c'est le plus classique. Ça fait un peu de CSS ou même de JavaScript. Il faut lire la formule mathématique pour les P1, prime, P2, prime, etc. C'est ça, si on dépasse le 100% quand on mixe des couleurs. Non, il y a aussi web.dev qui est une bonne ressource justement pour qui explique un peu tirer parti de certaines fonctionnalités notamment qu'on a présentées aujourd'hui. Toi, tu avais un autre truc sympa. Il y a un énorme article sur les view transition, effectivement, sur web.dev par exemple, qui est super sympa. Ouais. Et puis, un petit à la fin, c'est la chaîne YouTube sur laquelle j'ai passé le plus de temps pendant le confinement, Kevin Powell, qui fait à la fois des petites vidéos sur des trucs en JavaScript assez rapides sur des features, et puis aussi des fois, il se reprend 3 heures et puis il recode la page d'accueil de Disney+, peu importe, de n'importe quel site web assez sympa, sans regarder le code. Et du coup, c'est plutôt sympa à regarder. Voilà, je vous recommande. Moi, j'ai passé beaucoup de bon temps dessus. Cool. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on a un peu de temps pour les questions. Ça clignote, mais on a 4 minutes, ouais. Est-ce qu'on a des questions, du coup? Ouais. Ouais, là d'abord. Ok, alors quelle est mon opinion par rapport au fait que justement sur le VH, le Viewport Unit, par rapport au DVH, comment ça se passe? Mon opinion, moi clairement, c'est que DVH, c'est comme pour beaucoup de choses en CSS, surtout dans les nouveautés, c'est que DVH aurait dû être ce qui est VH aujourd'hui. C'est qu'il y a eu un raté, ils n'avaient peut-être pas anticipé ça, ça a été mal implémenté ou peut-être pas spécifié au moment où les premiers navigateurs mobiles ont implémenté ça. Ils ont corrigé l'erreur après coup et du coup, ça fait une norme un peu différente. Mais clairement, pour moi, DVH, c'est le truc qu'on devrait utiliser maintenant par défaut plutôt que VH parce que c'est le truc qui marche bien quand on prend en compte le cas des navigateurs mobiles. Et ouais, comme tu disais Olivier, c'est le cas de pas mal de choses aujourd'hui qui arrivent dans CSS, quoi. Pour la défense du navigateur, au début, la barre, on pouvait jamais la cacher, les barres d'URL, etc. Ouais.
Ouais. Mais je répète la question en attendant. Effectivement, quand tu as le contraste, à un moment, tu pensais que ça aurait peut-être été plus pertinent d'avoir du blanc même sur le Color 500, par exemple. Ça, c'est qu'aujourd'hui, là, c'est le polyfill qui fait tourner le truc. Donc, c'est sûrement dans le polyfill qui choisit le truc. Mais je connais pas l'algo qui sera derrière Color Contrast une fois que ce sera sorti. Alors l'algo normalement qui sera derrière, c'est justement celui qui est utilisé pour calculer le contraste. Alors il y a plein de façons de calculer le contraste avec les couleurs et notamment ça dépend des espaces de couleurs et ça dépend aussi de l'écran. Typiquement le contraste va être moins bon sur par exemple sur des vidéoprojecteurs que sur le super écran du Mac. Voilà. Non mais ça sert aussi à ça justement d'avoir de calculer ces ratios là. Et alors lui ce que fait Color Contrast, il ne va pas atteindre une cible comme on le voyait en AA, AAA. Il ne va pas chercher à atteindre une cible, il va tout simplement prendre quelle est la meilleure valeur entre les deux. Donc ça ne veut pas dire que ça va toujours être lisible, ça va juste dire qu'entre les deux couleurs que tu lui donnes, là c'était l'exemple simple, on lui a mis du blanc et du noir. Si on lui demande de choisir entre du bleu et du vert, ça peut être illisible dans les deux cas, il va juste chercher à prendre la meilleure. Et comment il calcule ça? Alors il faut aller relire un peu dans l'aspect, je ne l'ai pas en mémoire, mais logiquement l'idée c'est qu'ils reprennent la même méthode de calcul qui est utilisée justement pour les normes WCAG pour calculer ce contraste ratio là. Donc il va se baser justement sur ces calculs pour que ça se rapproche au plus proche des normes d'accessibilité que nous on souhaite avoir pour du coup déterminer quelle est la meilleure couleur à choisir dans les deux cas. Et j'ai une question, moi, du coup. C'est toi qui as bossé sur les couleurs. On peut en mettre plus que deux des couleurs? Il me semble qu'on peut en mettre que deux. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça. Cool. Ah ouais. 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 Tu avais le in et le out à chaque fois. Hmm. J'ai pas testé avec Uniframe, je t'avoue. À tester. Non, je raconte des bêtises. Si, ça marche. Quand tu vas sur web.dev, l'exemple qui a été écrit, du coup, le grand article, c'est justement des vidéos YouTube qui sont intégrées dedans. Et ils font plein de transitions différentes avec. Alors, quand tu veux faire une transition sur un élément, tu avais la petite propriété CSS à rajouter. Tu la rajoutes sur un sélecteur sur ta page début, ta page d'arrivée, et il va faire la transition. Bon, je n'ai pas montré dans le code. Ce qui arrive souvent dans ce cas-là, c'est que on a un sélecteur qui match plusieurs trucs. Donc moi là, j'avais un bout de JavaScript qui allait vérifier pour mettre à jour le sélecteur. Bref. Mais tu as une image qui a un identifiant Toto sur ta page de départ et une image qui a un identifiant Toto sur ta page d'arrivée. Il va se dire c'est la même et il va faire une transition parce que le sélecteur, le propriétaire CSS sur les deux sélecteurs. Je sais pas si c'était, tu l'avais dans la démo. Là, c'est le view transition name. Si je le mets sur la page de départ et la page d'arrivée sur le même sélecteur et qu'il y a des éléments qui ont le même sélecteur là, ça va faire la transition tout seul. Pardon, je n'avais pas répondu. Est-ce que ça fonctionne en dehors d'une SPA? C'est une très bonne question. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas vu que c'est vraiment une API de navigateur. Donc oui, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, je pense. À tester pour la prochaine fois. À tester, ouais. Et je crois qu'on a fini côté temps, je sais pas. Ah oui, mince, on est en négatif. C'est bon. On s'arrête alors. Merci en tout beaucoup. cas.